J'avais pris un vol depuis Lyon spécialement pour cette occasion. Mais alors que je marchais entre les rangées de véhicules stationnés, quelque chose a attiré mon attention. Une Renault Mégane grise avec de la condensation sur les vitres. À l'intérieur, j'ai vu du mouvement. Je me suis approché. Mon cœur s'est arrêté de battre. C'était mon fils. Mon fils Julien dormait sur la banquette arrière avec ses jumeaux, Léo et Théo, blottis contre lui sous une seule et unique couverture, dans le parking d'un aéroport, en plein mois de mars. J'ai frappé à la vitre. Les yeux de Julien se sont brusquement ouverts. Pendant un instant, il m'a juste fixé à travers le verre, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu sur le visage de mon fils auparavant, de la honte. Il a ouvert la portière lentement. Les garçons dormaient encore. « Papa » a-t-il dit, la voix rauque. « Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que je fais là ?» Je ne pouvais pas garder ma voix stable. « Julien, qu'est-ce qui se passe, bordel ? Où est la maison ? Où est Sandrine ? Pourquoi vis-tu dans ta voiture avec mes petits-fils ? » Il a détourné le regard. « C'est compliqué. » « Compliqué ? Tu dors sur un parking avec des enfants de 5 ans en plein mois de mars. » Les garçons ont commencé à se réveiller. Léo s'est frotté les yeux et m'a vu. « Papy. » Sa petite voix a brisé quelque chose dans ma poitrine. « Salut, mon grand » ai-je dit en forçant un sourire. « Pourquoi est-ce que toi et Théo vous ne viendriez pas avec papy pour prendre un bon petit déjeuner ? Ton papa et moi avons besoin de discuter. » 1 heure plus tard, les garçons mangeaient des croissants et des tartines dans une brasserie de l'aéroport, tandis que Julien et moi étions assis à une table séparée. Il paraissait maigre, fatigué, vaincu. « Dis-moi tout » ai-je ordonné. Il a pris une inspiration tremblante. « Sandrine m'a quitté il y a 3 mois. Mais ce n'est pas seulement qu'elle est partie. Elle a tout pris, papa. Tout. La maison, les comptes bancaires, l'argent de l'entreprise, absolument tout. » Comment ça, tout ? La maison était à vos 2 noms. Elle m'a fait signer des papiers. Elle disait que c'était pour des raisons fiscales, pour mettre la maison uniquement à son nom. Je lui faisais confiance. J'ai signé. Puis un jour, je suis rentré du travail et les serrures avaient été changées. Il y avait une ordonnance de protection. Son avocat a prétendu que j'étais mentalement instable, dangereux. Il a dit que je l'avais menacé. C'est insensé. Tu n'as jamais été violent de ta vie. Je sais, mais elle avait des preuves, papa. Ou du moins, c'est ce que son avocat a dit. Des SMS que j'aurais prétendument envoyés, des emails, des témoins qui affirmaient m'avoir vu agir de manière erratique. Ses parents ont soutenu chaque mot. Ils ont brossé ce portrait de moi comme un mari instable et dominateur, et le juge les a crus. Et l'argent ? Les 150 000 € que j'ai investis dans ta start-up ? Le visage de Julien s'est décomposé. Disparu. C'est elle qui gérait les comptes de la société. La veille de son départ, elle a tout transféré sur un compte d'investissement appartenant à son père. Elle a prétendu que c'était un prêt commercial légitime dont nous avions discuté. Je n'ai aucune preuve du contraire parce qu'elle s'occupait de toute la paperasse. Et les garçons ? L'audience pour la garde a eu lieu il y a 2 semaines. J'ai perdu. Je n'ai qu'un droit de visite médiatisé 2 fois par semaine. Le reste du temps, ils sont avec elle et ses parents. Le tribunal a dit que je devais d'abord prouver que j'avais un logement stable et un emploi. Mais je ne peux pas avoir de logement sans argent, et Sandrine s'est assurée que je n'ai plus rien. Je travaille, mais je gagne à peine de quoi nous nourrir sur ce parking. Je me douche à la salle de sport. Les garçons pensent que nous sommes en pleine aventure. J'ai senti la rage monter dans ma poitrine. Une rage que je n'avais pas ressentie depuis la mort de ma femme. Où es-tu censé faire ces visites médiatisées ? Chez ses parents, avec sa mère qui surveille. C'est humiliant. Ils surveillent chaque interaction. Ils prennent des notes. Je ne peux même pas serrer mes propres fils dans mes bras sans avoir l'impression d'être jugé. Ça s'arrête maintenant, ai-je déclaré. Remballe tes affaires. Toi et les garçons venez loger à mon hôtel jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Ensuite, on va régler ça. Papa, tu ne comprends pas. Sa famille a de l'argent. Son père, Gérard,
est un gros promoteur immobilier. Ils ont des avocats. De très bons avocats. Je ne peux pas lutter contre eux. Peut-être que toi tu ne peux pas, mais nous, on le peut. Cette nuit-là, après que les garçons se furent endormis dans la chambre d'hôtel, je me suis assis au bureau et j'ai commencé à passer des appels. D'abord à mon avocat à Lyon, maître Marc-Antoine, que je connaissais depuis 30 ans. Puis à une vieille amie, la capitaine Sophie Martin de la police de Paris, qui me devait une fière chandelle depuis que j'avais aidé son fils à intégrer une grande école. Marc-Antoine, j'ai besoin que tu me recommandes le meilleur avocat en droit de la famille d'Île-de-France. L'argent n'est pas un problème. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre? Je lui ai tout raconté. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence. Ça sent l'escroquerie à plein nez, a dit Marc-Antoine. Les transferts de comptes pro, les documents falsifiés, les témoignages coordonnés. Si ce que Julien dit est vrai, ce n'est pas juste un conflit de garde. C'est un vol organisé. Tu as besoin de quelqu'un qui gère à la fois le droit de la famille et les délits financiers. Il m'a donné un nom, maître Béatrice Lefebvre, l'une des meilleures avocates de Paris, spécialisée dans les divorces conflictuels avec abus financiers. Ses honoraires étaient exorbitants. Je m'en moquais. Le lendemain matin, j'ai rencontré Béatrice. Elle avait la quarantaine, le regard vif et un air très déterminé. « Dites-moi tout », a-t-elle dit. Et je dis bien tout. N'omettez aucun détail, même ceux que vous pensez insignifiants. J'ai raconté l'histoire de Julien. Elle a pris des notes, a posé des questions précises, puis s'est adossée à son fauteuil. Voici ce à quoi nous avons affaire, a déclaré Béatrice. L'ex-femme de votre fils et sa famille ont mis en place ce que nous appelons un contrôle coercitif financier doublé d'une aliénation parentale. Ils l'ont systématiquement dépouillé de ses ressources, de sa crédibilité et de l'accès à ses enfants. Les SMS, les témoins, les accusations de santé mentale. C'est une stratégie classique. J'ai déjà vu ça. Peut-on le prouver? Cela dépend. Avez-vous de la documentation sur l'entreprise? Des relevés bancaires, des emails, n'importe quoi. J'ai les confirmations de virement de quand j'ai investi l'argent. Des emails de Julien sur le business plan, mais c'est Sandrine qui gérait la plupart des comptes. C'est un début. Et pour la santé mentale de Julien? Ils prétendent qu'il est instable. A-t-il des dossiers médicaux prouvant le contraire? Il voyait une thérapeute l'année dernière. Pas parce qu'il était instable, mais parce que le travail était stressant. Il essayait de gérer la pression de la start-up. Béatrice a hoché la tête. C'est en fait une très bonne chose. Des dossiers de thérapie montrant qu'il gérait son stress de manière proactive prouvent exactement le contraire de leurs affirmations. Nous avons besoin de ces dossiers. Nous devons également faire une expertise comptable judiciaire des comptes de la société. Si l'argent a été transféré de manière irrégulière, nous le trouverons. Et nous devons interroger les témoins qui ont prétendu que Julien était instable. Je vous garantis que leurs versions ne tiendront pas la route sous pression. Combien de temps cela prendra-t-il? Des mois, peut-être plus. Le juge aux affaires familiales met du temps. Mais en attendant, nous pouvons déposer une requête en urgence pour modifier les modalités de garde. Si nous pouvons montrer que les garçons sont dans un environnement stable avec vous et Julien, et que Sandrine a obtenu la garde par des moyens frauduleux, nous pourrions obtenir une garde alternée provisoire pendant la procédure. Faites-le. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis devenu un homme investi d'une mission. J'ai loué un appartement de 3 chambres à Saint-Germain-en-Laye, je l'ai meublé et j'ai inscrit Léo et Théo dans une école primaire à proximité. Julien a trouvé un emploi dans une boîte de tech, grâce à un ancien collègue qui croyait en lui. Ma mission à moi était de construire le dossier. Je suis allé à l'ancien bureau de Julien et j'ai parlé à ses collègues. Tous, sans exception, étaient choqués par les accusations. Julien instable? C'est absurde, a dit Thomas, son ancien associé. C'était la personne la plus calme de l'équipe en cas de crise. C'est Sandrine qui était volcanique. Je me souviens qu'elle lui a hurlé dessus au bureau une fois parce qu'il travaillait tard. Seriez-vous prêt à témoigner de cela? Ai-je demandé. Absolument. J'ai retrouvé la thérapeute, le docteur Valérie Petit. Elle ne pouvait pas partager les dossiers de Julien sans son consentement, mais Julien a signé la décharge immédiatement. Quand le docteur Petit a fourni ses notes,
elle dressait le portrait clair d'un homme gérant un stress professionnel normal avec des mécanismes sains, sans aucun signe d'instabilité ou d'agressivité. Ensuite, j'ai commencé à creuser du côté de la famille de Sandrine. Son père, Gérard Valois, était promoteur immobilier à Neuilly-sur-Seine. En surface, tout semblait légitime, mais mon amie Sophie a fait quelques vérifications. Jean-Pierre, Gérard Valois a été visé par 2 enquêtes de Tracfin pour des dépôts d'espèces suspects. Aucune charge retenue, mais ce sont des signaux d'alerte. Et écoute ça, il y a 3 ans, un associé l'a poursuivi pour escroquerie. L'affaire s'est réglée à l'amiable avec des dossiers scellés. Peut-on utiliser ça? Ça dépend de ce que ton avocate pourra dénicher, mais ça établit un profil. Béatrice a engagé un expert comptable, Monsieur Martin. Il lui a fallu 3 semaines, mais il a tracé chaque euro des comptes de l'entreprise de Julien. Ce qu'il a trouvé était accablant. Les 150 000 € que j'avais investis avaient été transférés sur un compte appartenant à Gérard Valois, sous l'étiquette d'un « prêt commercial ». Mais il n'y avait aucun contrat de prêt, aucune condition, aucun calendrier de remboursement, rien par écrit, juste un virement effectué la veille du jour où Sandrine avait demandé l'ordonnance de protection. D'autres transferts ont suivi. En 14 mois, Sandrine avait systématiquement déplacé l'argent du compte de l'entreprise vers des comptes personnels, puis vers les comptes de son père. De petites sommes au début, 5 cents par-ci, 1000 par-là, puis des montants plus importants. À la fin, elle avait détourné près de 280 000 €. Ce n'est pas un simple conflit conjugal, a dit Monsieur Martin en me montrant son rapport. C'est de l'abus de biens sociaux et du détournement de fonds. Elle vidait l'entreprise tout en maintenant une apparence de normalité, et son père était complice. Julien peut-il récupérer l'argent? Si nous prouvons la fraude, oui, mais cela nécessitera des poursuites pénales, pas seulement civiles. Cela dépasse le cadre du droit de la famille. Béatrice a déposé ses requêtes. D'abord, une demande d'urgence pour modifier la garde, présentant les preuves que Julien avait désormais un logement stable et un emploi, et que les garçons vivaient avec lui et moi depuis 1 mois, s'épanouissant à l'école et voyant leur pédiatre régulièrement. Elle a présenté les dossiers du docteur Petit, démolissant les allégations d'instabilité mentale. Elle a présenté les témoignages des collègues de Julien, prouvant que les accusations de Sandrine étaient fausses. L'avocat de Sandrine, un type suffisant nommé Maître Vasseur, a riposté violemment. Il a prétendu que Julien n'était stable que parce que je finançais tout, que ce n'était pas viable, et que les garçons avaient besoin de leur mère. Mais Béatrice a été impitoyable. Elle a fait auditionner les témoins de Sandrine. Un par un, leurs récits se sont effondrés. L'amie de Sandrine, Mélanie, qui affirmait avoir vu Julien agir de manière erratique lors d'une fête, a fini par admettre sous serment qu'elle en avait seulement entendu parler par Sandrine et qu'elle n'avait rien vu elle-même. Le voisin de Sandrine, qui prétendait que Julien avait hurlé des menaces, a avoué qu'il n'avait jamais vraiment entendu les mots, mais qu'il avait seulement vu Julien avoir l'air en colère à travers une fenêtre. Les visites médiatisées sont devenues notre preuve la plus solide. J'ai assisté à plusieurs d'entre elles avec Julien. La mère de Sandrine, Patricia, s'asseyait dans un coin avec un carnet, écrivant sans cesse. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Julien avait commencé à enregistrer l'audio de chaque visite sur son téléphone, légalement puisque cela se passait dans un espace privé où il était partie prenante. Ce que les enregistrements montraient était flagrant. Les garçons étaient heureux, équilibrés, ravis de voir leur père. Ils l'appelaient « papa » spontanément, lui faisaient des câlins, lui racontaient leur journée d'école. Il n'y avait aucune peur, aucune hésitation. C'étaient des enfants normaux avec leur père normal. Mais les notes de Patricia peignaient un tableau complètement différent, le père semblait agité. Les enfants paraissaient renfermés. Le ton du père était agressif. Des mensonges purs et simples, des mensonges documentés contredits par les enregistrements audio. Béatrice a soumis les enregistrements au tribunal avec une requête pour mettre fin aux visites médiatisées, arguant que la surveillance était utilisée comme une arme pour créer de fausses preuves. Puis est arrivé le rapport de l'expertise comptable. Monsieur Martin avait tracé chaque transfert frauduleux. Béatrice ne l'a pas seulement soumis au juge aux affaires familiales. Elle l'a transmis au procureur de la République. Gérard Valois était désormais sous le coup d'une enquête pour fraude fiscale et escroquerie. Sandrine risquait des poursuites pénales pour détournement de fonds. L'audience pour la garde était prévue pour juillet, 6 mois après que j'ai trouvé mon fils sur ce parking.
L'ambiance dans la salle d'audience était électrique. Sandrine était assise avec ses parents et son avocat, l'air sûr d'elle. Julien était assis avec moi et Béatrice, nerveux mais déterminé. La juge était Madame Martine Vallet, une femme d'une soixantaine d'années réputée pour être méticuleuse et juste. Béatrice a présenté notre dossier méthodiquement, l'expertise comptable, les fausses accusations, les témoignages contradictoires, les enregistrements audio prouvant que les visites étaient manipulées, les dossiers du docteur Petit et la stabilité retrouvée de Julien. Maître Vasseur a tenté de tout discréditer. Il a soutenu que la stabilité de Julien ne reposait que sur mon soutien financier, ce qui n'était pas pérenne. Il a affirmé que les garçons avaient besoin de leur mère et qu'ils s'épanouissaient sous la garde de Sandrine. Puis Béatrice a appelé Sandrine à la barre. Madame Valois, vous avez témoigné avoir transféré des fonds du compte de l'entreprise vers celui de votre père à titre de prêt commercial. Est-ce exact? Oui. Où est le contrat de prêt? C'était un accord verbal. Un accord verbal pour 150 000 €? Oui. Mon père nous aidait pendant une période difficile. Pourquoi était-ce difficile? Selon les relevés bancaires, l'entreprise était bénéficiaire. Le chiffre d'affaires était solide. Sandrine a hésité. Julien dépensait sans compter. Pourquoi faire? Je ne sais pas. C'est lui qui gérait les dépenses. Béatrice a sorti les relevés bancaires. Ces documents montrent que les dépenses personnelles de Julien étaient constantes et modestes, loyer, courses, factures, transport. En revanche, vos relevés de cartes de crédit personnel montrent des dépenses dans des restaurants gastronomiques, des boutiques de luxe et des spas, totalisant plus de 30 000 € en 6 mois. Appelleriez-vous cela des dépenses inconsidérées? Je méritais de profiter du succès de l'entreprise. Était-ce votre entreprise ou une coentreprise avec votre mari, financée par l'investissement de son père? C'était commun. Alors pourquoi avez-vous transféré les fonds sans son savoir ni son consentement? Il le savait. Béatrice a sorti les relevés téléphoniques. Vos relevés ne montrent aucun appel ni SMS à Julien le jour du transfert. Aucune discussion. Le transfert a eu lieu à 9 h du matin. Julien était en réunion avec un client à l'autre bout de la ville. Comment pouvait-il être au courant? Le visage de Sandrine a rougi. Je ne me souviens pas des détails exacts. Pratique. Parlons des accusations de santé mentale. Vous avez prétendu que Julien envoyait des SMS menaçants. Où sont ces messages? Je les ai supprimés. J'avais peur. Vous aviez peur, donc vous avez supprimé les preuves, mais vous avez gardé des captures d'écran pour les montrer à votre avocat? Oui. Les captures d'écran que vous avez fournies ont été analysées par un expert en informatique légale. Elles montrent des signes de manipulation. Les horodatages ne correspondent pas aux relevés téléphoniques. Les fils de discussion sont incomplets. En fait, les métadonnées montrent que ces images ont été créées sur un ordinateur, et non capturées depuis un téléphone. Voudriez-vous expliquer cela? Maître Vasseur a objecté. La juge a rejeté l'objection. Sandrine a bafouillé. Je ne sais pas. Peut-être que mon téléphone déconnait ou que ces messages ont été fabriqués. Le silence s'est installé dans la salle. Béatrice a continué. Vous avez aussi prétendu que Julien était mentalement instable. Pourtant, les dossiers du docteur Valérie Petit, que nous avons soumis, ne montrent aucun signe d'instabilité. Ils montrent au contraire un homme gérant proactivement un stress normal. Étiez-vous au courant de ces dossiers quand vous avez porté vos accusations? Non. Avez-vous déjà encouragé Julien à voir un thérapeute? Non. Donc, vous prétendez qu'il était instable, mais vous ne l'avez jamais encouragé à se faire aider. Et quand il l'a fait de lui-même, vous l'avez utilisé contre lui. Sandrine n'a pas répondu. Béatrice s'est tournée vers la juge. Madame la juge, nous sommes face à un effort délibéré et coordonné pour détruire la relation d'un père avec ses enfants tout en volant ses ressources financières. Les preuves sont accablantes, transferts frauduleux, SMS fabriqués, fausses accusations et rapports de visite manipulés. Sandrine Valois et sa famille ont instrumentalisé la justice familiale pour un gain financier. Maître Vasseur s'est levé. Madame la juge, ma cliente a fait des erreurs, mais sa préoccupation première a toujours été le bien-être de ses enfants. Béatrice a répliqué du tac au tac.
Si sa préoccupation première était les enfants, pourquoi leur a-t-elle fait croire que leur père les avait abandonnés? Pourquoi a-t-elle restreint leur contact? Pourquoi a-t-elle créé un environnement où ces garçons pensaient que leur papa ne voulait plus d'eux? Les enregistrements audio montrent des enfants qui aiment leur père, qui sont heureux de le voir. Ce n'est pas le comportement d'enfants protégés d'un parent instable. C'est le comportement d'enfants à qui on a menti. Madame la juge Vallée a regardé Sandrine. Madame Valois, j'ai examiné toutes les preuves, l'expertise comptable, l'analyse numérique, les témoignages et les enregistrements audio. Je trouve profondément troublant que vous ayez porté des accusations graves contre votre ex-mari sans preuve crédible. Je trouve encore plus troublant que des fonds aient été transférés d'une entreprise commune sans documentation ni consentement. Elle s'est tournée vers Julien. Monsieur, j'ai également examiné les dossiers du docteur Petit et votre situation actuelle. Vous avez un emploi stable, un logement adapté, et vos fils s'épanouissent manifestement sous votre garde. Je ne vois aucune preuve de l'instabilité invoquée par votre ex-femme. Elle a saisi son maillet. J'ordonne une modification immédiate des modalités de garde. L'autorité parentale sera exercée conjointement. La résidence des enfants sera fixée en garde alternée, 1 semaine sur 2. Le droit de visite médiatisé est supprimé. Monsieur bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement classique avec effet immédiat. Sandrine a eu un haut-le-cœur. Sa mère s'est levée. Madame la juge, c'est scandaleux. Rasseyez-vous, Madame Valois. Je n'ai pas fini. J'ordonne également que Sandrine Valois rembourse la somme de 280 000 € à Julien représentant les fonds indûment transférés. Si le remboursement n'est pas effectué sous 90 jours, j'autoriserai la saisie des actifs. De plus, je transmets ce dossier au procureur de la République pour d'éventuelles poursuites pénales. Ce tribunal ne tolère pas la fraude. Elle a frappé un coup sec. L'audience est levée. Les jambes de Julien ont flanché. Je l'ai rattrapé. Il pleurait. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement. À la sortie de la salle, Léo et Théo ont couru vers lui. Ils étaient restés dans une salle d'attente avec une assistante sociale. Julien s'est mis à genoux et les a serrés tous les deux, comme s'il ne voulait plus jamais les lâcher. « Papa, est-ce qu'on rentre à la maison ?» a demandé Théo. « Oui, mon grand. On rentre à la maison. » 3 mois plus tard, le père de Sandrine, Gérard, a été mis en examen pour fraude et évasion fiscale. Sandrine elle-même a été poursuivie pour abus de confiance. Son avocat a négocié un accord où elle remboursait l'argent pour éviter la prison ferme en échange d'un plaidoyer de culpabilité sur des charges réduites. L'argent est revenu, du moins la majeure partie. Les frais d'avocat en avaient mangé une partie, mais Julien en avait assez pour redémarrer. Il a lancé une nouvelle affaire, cette fois avec des contrats en béton et un avocat pour tout réviser. Léo et Théo partageaient leur temps entre les deux parents, mais Julien les avait plus souvent qu'à son tour. Sandrine avait visiblement démissionné, plus intéressée par le sauvetage de sa propre vie que par son rôle de mère. Je suis resté en région parisienne, j'ai loué un appartement près de chez Julien. Je vois mes petits-fils 3 fois par semaine. On va au parc, je les aide pour les devoirs, je leur apprends à jouer aux échecs. Un soir, environ 1 an après ce jour sur le parking, Julien et moi étions assis sur mon balcon pendant que les garçons jouaient à l'intérieur. Il m'a regardé. « Je ne t'ai jamais remercié correctement », a-t-il dit. « Tu n'as pas besoin de me remercier. »« Si, je le dois. Si tu n'étais pas apparu ce jour-là, si tu ne m'avais pas aidé à me battre, je vivrais encore dans ma voiture. Ou pire, j'aurais perdu mes fils pour toujours. Tu es mon fils. C'est ce que font les pères. » Il est resté silencieux un moment. Je pensais avoir tout perdu. Ma femme, ma maison, mon entreprise, mes gosses. Je pensais que le problème, c'était moi. Que j'étais peut-être vraiment instable. Et que tout le monde pouvait le voir, sauf moi. Tu n'as jamais été le problème. Ils voulaient que tu le croies. C'est comme ça que les manipulateurs fonctionnent. Ils te font douter de toi-même. Je le sais maintenant. Mais pendant des mois, j'y ai cru. Le tribunal y a cru. Tout le monde y croyait, sauf toi. Je connais mon fils. Je te connais depuis le jour de ta naissance. Je sais qui tu es, et tu n'es pas ce qu'ils ont essayé de faire de toi.
Il a hoché la tête. Nous sommes restés assis en silence à regarder le soleil se coucher sur les toits. Papa, a-t-il dit après un moment. Oui. Merci. J'ai tendu le bras et j'ai serré son épaule. Tu aurais fait la même chose pour tes fils. Il a souri. Je le ferai, parce que c'est toi qui me l'as appris. À l'intérieur, Léo a appelé, Papy, viens jouer au Jenga avec nous. Je me suis levé. Le devoir m'appelle. Julien a ri. Vas-y. Je commande des pizzas. Je suis entré là où mes petits-fils construisaient une tour précaire de blocs de bois. Théo m'a regardé avec un grand sourire. Papy, ne la laisse pas tomber. Je me suis assis prudemment. Je ne la laisserai pas tomber, mon grand. Je ne laisserai rien tomber. Et je le pensais vraiment. Pas seulement la tour. Pas seulement ce moment. Je pensais à tout. Cette famille, ces garçons, mon fils. Je les protégerai quoi qu'il arrive. Parce que c'est ça, la famille. On ne s'abandonne jamais.